Oui, sur Radio Espace et également aussi sur Espace TV tous les matins. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Vous nous écoutez également sur Makona FM du côté de Gekedou. On en vient à ce taux de sujet, mon cher Mohamed Mara, en 3 du référendum constitutionnel, guide du traitement des violences meurtrières. Avant de venir au traitement de ces violences-là, rappelons-nous quand même le 22. Le 22 mars 2020, pour moi, c'était le début de ce que nous sommes en train de vivre. Et pendant les semaines, les mois précédents, tout le monde avait dit aux vieux, d'accord, tu peux même avoir de bonnes raisons, même sur le plan juridique, de changer de constitution. Mais ne te présente pas pour un 3e mandat. Tout le monde lui avait parlé. Il y a eu un tel niveau d'arrogance dans ce pays qu'on avait rarement connu. Des gens ont été traqués. Et on a assisté à tous ceux on avait assisté. Des dizaines de véhicules traînés ici et là en Haute-Guinée pour lancer la campagne. Des ministres qui prenaient des jets privés à Conakry pour aller à Cancan. D'autres ministres qui prenaient des avions maliens, allaient à Bamako et venir ensuite en Haute-Guinée pour la campagne. On a assisté à beaucoup de choses. Il y a eu des reports. Vous vous rappelez qu'il y a eu, je m'amusais à l'époque à dire que le report lui-même était reporté. Il y a eu une première date qui a été ensuite reportée. L'Union africaine et la CEDEAO ont dit on n'enverrait pas d'observateurs dans un premier temps. L'OIF, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. On a vu le fameux Comorien expert en fichiers et qu'on avait aperçu ici au stade du 28 septembre. Vous vous souvenez? Là où Koro avait failli chuter d'une chaise quand il est monté. Les images de la RTG à l'époque nous avaient montré un Koro qui haranguait la foule. Malheureusement, les jeunes qui étaient avec Koro, qui avaient fait le tour du stade, qui avaient balayé avec leur téléphone, et on avait capturé, on s'était rendu compte que le stade à 3/4 était vide à l'époque. Et puis, la fameuse journée du 22 mars. Mais à la veille, c'est quand même le président qui est sorti, qui a fait une adresse à la nation, vous vous rappelez. Et à l'époque, nous, on s'amusait, on disait... C'est très fâché d'ailleurs. Il voulait dire coronavirus, vous vous rappelez? Alors, je rappelais cette boutade à Tamba à 1h du matin. C'est comme ça, d'ailleurs, le sujet est venu. Je me souviens du 22 mars. Koro, ce jour-là, en disant coronavirus, il avait dit colonel virus. Colonel virus. Oui, j'ai dit à Tamba hier, j'ai dit, nous, on n'avait pas compris. Nous, on n'avait pas compris de quoi le vieux parlait. Koro avait effectivement peur d'un colonel à l'époque. Tamba me disait, mais tu es mauvais. Ce rapprochement, j'ai dit, pourtant, il avait dit. Ouais. En témoigne un post que j'avais fait à l'époque sur cette histoire de colonel virus. Il avait dit colonel virus. Voilà ce que j'écrivais le 22 mars 2020. J'ai dit Trump. Vous savez, Trump avait parlé de China virus dans la journée. Oui. Le soir, c'est Koro qui prononce mal. Il dit, j'ai dit, voilà, Trump China virus. J'ai dit, venez me ramasser. J'ai dit, c'est encore mieux que colonel virus de Wouye. Voilà. Donc, je n'ai pas inventé l'histoire de colonel virus. Ça avait été dit à l'époque. Et on a une blogueuse du côté de la Belgique, Soadou Madjou, mais qui était terrible, qui a fait une vidéo dans cette histoire de colonel virus. Et puis, effectivement, il y avait un colonel qui travaillait son plan. Oui, derrière le vieux. Et qu'elle a décidé que la journée du 22, comme je le disais, de la Covid-22, est devenue journée 5 septembre plus tard. Son discours, c'était dans la nuit d'un samedi à dimanche. Oui, l'autre là aussi s'est passé dans la nuit d'un samedi à dimanche. Hein? Attention. Ouais. J'ai fait un peu de Guillaume Awing aujourd'hui. Voilà. Mais je vais vous rappeler aussi que cette journée, il s'est passé quand même des choses en Guinée. D'abord, cette coupure d'Internet. Vous vous souvenez? Internet avait été coupé pendant de très longues heures. Exact. Et lorsque on s'est enflammé, surtout les Guinéens à l'étranger, tout, ici on critiquait, on nous avait servi un truc du genre, c'était un opérateur qui avait, un des opérateurs avait eu des problèmes avec Internet et donc que ça ne passait pas. Sauf que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Parce que lorsque c'est l'opérateur qui n'a pas Internet, les VPN ne peuvent pas vous ramener Internet. Les VPN vous permettent d'avoir accès à d'autres portails, de contourner pour vous connecter. Or, c'est avec les VPN qu'on se connectait. Donc, ça ne pouvait pas être un problème d'Internet. Je vais vous rappeler certains faits concernant cette journée. La Covid-22 sévissait, faisait rage déjà à l'époque en Guinée, si vous vous souvenez.
Mais on avait néanmoins maintenu le référendum. Et je me rappelle encore de cette journée, j'avais fait des captures, parce qu'il y a eu des lives, des directs que la RTG faisait dans les bureaux de vote et tout, où les populations se massaient. Si vous vous souvenez, le lendemain, j'avais dit ici que les chiffres allaient exploser. Et effectivement, nous-mêmes, une semaine après, on était tous touchés. Ouais. Il y a ceux-là dont les cas étaient connus, c'est Madame Moussaïro, moi-même et Aboubakar Diallo, mais il y a ceux dont on ne parle jamais, mais qui étaient les plus atteints, à commencer par « Suivez mon regard ». Eux tous ils sont passés par là dans ce studio. Oui, oui, Tamba. Mais c'est pas toi que je visais. C'est suivez mon regard que je visais en fait. Donc, il s'est passé des choses à l'époque. Ces rassemblements. Des sites internet officiels de Guinée avaient été piratés. Vous vous souvenez? Le site par exemple de gouvernement ou le site internet de la présidence. Des sites internet, je ne sais pas si vous vous souvenez, avaient été piratés cette journée et n'étaient pas accessibles par le public. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai encore des captures qui me rappellent cela. Et puis, il y a des gens qui s'en étaient mêlés dans la journée. Pendant que ça manifestait dans certains quartiers de Conakry, ça tirait, ça pétaradait. Et EDG aussi avait coupé le courant dans des quartiers comme Koza où j'habitais. Et puis j'ai dit, mais quand même, j'ai dit EDG et Amoul en fait apparemment. Parce que si vous coupez le courant, même la télé ne va plus retenir les enfants, ils vont sortir. Et puis en Guinée forestière, c'est là où les choses se sont véritablement passées. À Conakry, certes, des jeunes avaient payé de leur vie. Mais ce qui s'était passé à Zérékoré était innommable. On avait assisté, si vous vous souvenez, à des ruées de comment on les appelle, ces chasseurs traditionnels qui étaient arrivés dans la ville. On n'avait pas compris la raison de leur présence dans Zérékoré. Des bureaux de vote le soir, avant le dépouillement même, qui avait été enlevé. Tout ça, et nos amis de, comment ils s'appellent, de hashtag Guinévote, notamment avec l'ONG Ablogui. Il y a pas mal d'archives comme ça que vous pouvez voir au cours de cette journée. Et puis, ces violences quand même qui sont parties ce jour-là, dès le soir à Zérékoré. Et les lendemains qui ont été difficiles. Des églises incendiées, cassées, complètement vandalisées. Il y a eu des morts à Zérékoré. Vous vous rappelez de cette vidéo tournée dans une morgue à Zérékoré? On voit une bonne vingtaine de corps posés ci et là, sans couverture, sans sac mortuaire, rien du tout. Et puis, l'existence de ces charniers révélés à l'époque par certes des populations mais surtout par nos confrères, et il faut leur rendre hommage. Moi j'ai vu les images pour la première fois chez eux de Africa Guinée qui avait révélé l'existence de ces charniers. Et puis après tout ça, les larmes et tout à Conakry, il semblait qu'il y a eu une sorte d'amnésie. On n'en parle pas aujourd'hui de ce qui s'est passé à Zérékoré. Quand on parle de cette période trouble, parfois même les violences qui ont succédé et qui ont suivi l'élection du 18 octobre de la même année, l'élection présidentielle, à Conakry environ, on parle d'une 50aine de morts, mais Zérékoré, personne n'en parle. Bien. Là, il y a des charniers. Aujourd'hui, on parle du 28 septembre, mais à Zérékoré, les charniers sont identifiables par les populations. Des ONG se sont mobilisées. Tout à l'heure, on va avoir le président de l'une d'entre elles qui ont quitté Conakry, qui ont envoyé une mission pour tenter de documenter ce qui s'est passé. Les églises brisées, jusqu'à il y a encore quelques mois, n'étaient pas reconstruites. J'ai croisé des pasteurs et tout ça, une délégation à Conakry ici, qui tentait de rencontrer les nouvelles autorités alors pour les aider à reconstruire leur lieu de culte. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette barbarie-là, on ne peut pas la passer comme ça, sous silence. Mohamed Mara, des questions évidemment. Donc peut-être nous allons avoir des réponses, si vous le voulez bien, sur le coup de 11h. On reviendra, mesdames et messieurs, sur cette date, on va dire évidemment qui a endeuillé notre pays. On reviendra à 11h avec d'autres sujets également aussi à développer. Focus sur des vrais gens. Les techniciens automobiles se font voir. On entendra Diba Kourouma ce matin. Il est secrétaire général de Aota Guinée. Abdoulaye Sako, président de la même société évidemment. Et vous allez les entendre ce matin dans notre émission. Le temps d'une pause. Et puis je m'occuperai également aussi de vos réactions.
Oui, avec les vrais gens, évidemment. Nos invités ce matin, mesdames et messieurs, les techniciens donc automobiles se font voir. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ce matin? Vous entendrez donc Diba Kourouma et de Abdoulaye Sako, tous de la société Aouta Guinée. Voilà, ils seront donc avec nous ce matin. On va essayer de les entendre ce matin dans notre émission Les GG. Mohamed Mara, on continue ce récit parce qu'on commémore évidemment l'an 3 du référendum constitutionnel. Et puis vous parlez un petit peu de ces violences meurtrières, mon cher Mohamed Mara, du côté de Zérékoré. Je pense que c'est pas Jacques Outamba, vous avez bien choisi vraiment l'expression commémorer parce que je pense que nous devons apprendre à tirer les leçons de notre histoire. Je le rappelais ici hier, si nous sommes aujourd'hui en face d'un procès lié aux événements du 28 septembre, c'est parce que les événements de janvier-février de décembre 2006 et janvier 2007 n'ont pas été traités. Et ceci également parce que d'autres événements macabres n'ont pas été traités suffisamment. Or, ce qui s'est passé en Guinée forestière, vous vous rappelez, c'est que après ces violences, parce qu'on a quand même vu dans des vidéos des groupes de jeunes, des gens qui demandaient les grandes gueules, les maisons de culte soient incendiées, ainsi de suite. Il y avait un minimum quand même, on pouvait sentir un minimum d'organisation de ce qui s'était passé. Et après, des ONG s'étaient mobilisées, sont allées sur place pour tenter de documenter certaines choses. Et la vérité est qu'à ce jour, bien malin qui pourrait vous dire combien de corps reposent dans ces charniers, dans cette forêt à la lisière de la ville de Zérékoré. Bizarrement, jamais des corps n'ont été exhumés, jamais des enquêtes sérieuses n'ont été menées. On avait arrêté, c'est vrai, des jeunes, des personnes qui étaient, et ce jour-là, qui se battaient les jours suivants dans les rues, tout ça. Mais vous avez entendu les populations aussi, parce que vous avez des ONG et des personnes aussi de cette localité qui disent que c'est curieusement ceux-là qui se défendaient qui ont été arrêtés et qu'on a massivement emprisonnés. Il y a eu un procès, mais qui a laissé quand même un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé. Quant à ce procès-là, des personnes ont été condamnées, mais vu l'ampleur de la situation, aucune enquête sérieuse et aujourd'hui encore. Est-ce qu'il y a un chiffre aujourd'hui, les statistiques, mon cher Mohamed? Vous savez, les ONG nous avaient parlé d'une vingtaine de morts. Ouais. Ça variait entre 22, 27. Ouais. Mais ça, c'est en omettant bien entendu le charnier. Ouais. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, si nous voulons exorciser le mal, les démons de la violence dans notre pays, il serait peut-être temps de toucher à la plaie, c'est important. Absolument, que l'État même procède, pourquoi pas, à une réouverture de ces charniers-là. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. Soit extrait de ces, parce que c'est encore récent, que les corps soient extraits de ces charniers, identifiés, rendus aux parents pour leur permettre de faire leur deuil. Et puis de l'autre côté aussi, cela pourrait, pourquoi ne pas peut-être ériger là un monument et tout, parce que c'est une zone quand même assez conflictuelle. Quoique, je suis d'accord avec toi. Zérékoré, il faut partir de quelque chose, régler durablement, j'ai envie de dire définitivement, ces violences liées, les premières violences de Zérékoré, ne l'oubliez pas, étaient encore liées à des affaires électorales. En 91, quoi qu'on a toujours dit que c'était communautaire, mais c'était lié à la gestion des premières élections communales. Et il y a eu pas mal d'événements encore comme ça à Zérékoré. Je pense qu'il est temps d'exorciser le mal. On doit savoir qu'est-ce qui s'est passé en Zérékoré. C'est questionner, c'est très important, mon cher Mohamed Mara. Allez-y, Jacques Lewaleno. Pas qu'à Zérékoré, hein, voilà. Oui, pas qu'à Zérékoré, partout, un peu partout en Guinée, il y a eu des soulèvements, il y a eu des situations assez compliquées, soit des morts ou bien des blessés graves, des destructions de biens. Ce sont des faits qu'on a constatés. Ce pourquoi il est important, en plus de ce que Mara a déjà rappelé comme passé ou discours tenu à l'époque, et pourquoi il faut rappeler aujourd'hui, il faut commémorer cette date, c'est que l'ancien chef de l'État avait dit que ailleurs on avait tué. Les gens sont morts, mais c'est vrai. On se souvient, Après tout, on a fait le passage en force quand même. On est arrivé à le faire. Et donc, effectivement, ici également, il y a eu des morts. Et si les autorités peut-être même banalisaient un petit peu
je veux dire, la vie humaine en Guinée, mon cher ami non, Jacques mais Lewa. c'était déjà le cas. C'était déjà le cas. C'est pourquoi moi, je posais le débat au lendemain du 5 septembre autour des raisons supposées qui ont envoyé, n'est-ce pas, le CNRD, qui ont amené le CNRD à prendre le pouvoir. Parce qu'à l'époque, quand le colonel Alpha Condé, il le disait, il s'appuyait essentiellement sur les forces de défense et de sécurité, pour le dire. Évidemment. Parce que son pouvoir ne tenait qu'à ça. Évidemment. Sinon, le FNDC et puis beaucoup d'autres, même avec les discours, aurait pu, si vous voulez, destituer le pouvoir. Parce qu'il n'y avait rien en face qui pouvait le tenir encore. C'est vrai, il y avait quelques militants qui ont été mobilisés par le moyen de l'argent, et des gens à qui on donnait beaucoup d'argent. Il y avait, par le fait de la corruption, beaucoup étaient mobilisés pour cela. Mais leur nombre était assez insignifiant par rapport à la majorité des Guinéens qui s'étaient opposés, n'est-ce pas, à ce référendum, exact. Et puis au troisième mandat. Donc, les forces de défense et de sécurité ont aidé le président Alpha Condé à obtenir non seulement cette constitution, mais à obtenir aussi le troisième mandat. On a vu tout ce qui s'est passé, même au sein des forces de défense, en termes de répression, en termes de manœuvres, certains aujourd'hui qui ont perdu leurs parents, mais qui n'osent même pas demander. Les civils, eux, ils peuvent parler, mais les gens dont les parents étaient des militaires et qui sont morts dans des situations assez troubles, n'osent même pas parler. Et ça, c'est le fait du régime d'Alpha Condé, justement. Donc, si on doit parler de justice et donc des procès, de manière en tout cas à clarifier les choses, il faut parler de ces civils qui sont tombés à Conakry, il faut parler de ces civils qui sont tombés en Zérékoré et dans d'autres villes, mais il faut aussi parler de ces militaires qui sont tombés et dont les familles ne peuvent pas parler parce qu'on va dire c'est la grande muette. C'est la grande muette, c'est la grande muette, mais malheureusement, ils sont morts, c'est bien l'argument qu'on nous sort à chaque fois. Il y a un moment, il faut toucher la plaie. Je le disais tantôt avec il est important de permettre à ces familles, parce que ce sont aussi des êtres humains, évidemment, de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Si ils ont fauté à l'époque, qu'on puisse aussi dire à leur famille, voici ce que votre parent qui était militaire à tel endroit a fait, et c'est pour cela ce qui lui est arrivé. Voilà, mon cher Jacques, dans un instant, nous allons appeler Emmanuel Fassou Sagnon. Il faut le rappeler, il est le président du collectif des ONG de défense des droits de l'homme en Guinée. On va l'appeler dans un instant. Allez-y, mon cher. En Guinée forestière. En Guinée forestière. Voilà. Guinée forestière, voilà, c'est bien ça. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà, ce qui m'embête vraiment, c'est la désinvolture avec laquelle le professeur Alpha Condé a géré la question humaine en Guinée. Il y a une véritable désinvolture. Il y a du mépris. Hélas. Il y a du mépris. Là, on est en train de parler de ce référendum constitutionnel. C'est toi qui disais ici qu'il était humain. Toi, Lamine, c'est toi qui as dit ça ici. On a parlé de ce référendum constitutionnel. Quoique, ça n'enlève pas, mon cher Marat. Et quand on est humain, la vie humaine, elle n'est pas banale pour vous. Laissons Tamba parler. Il y a docteur, il y a plutôt Eladj Mamadou Silla qu'on a entendu il y a quelques jours ici. Hier. Sur les agressions rebelles contre la Guinée. Et il ne cache pas les choses, il dit les choses clairement. Je pense que la justice doit se préoccuper de cela. Bien. La justice doit se préoccuper de cela, l'État doit se préoccuper de cela pour savoir ce qui s'est véritablement passé dans ces années 2000 où des milliers ont été tués. Et aujourd'hui, on nous dit c'est celui-même qui a été notre président qui est derrière cette rébellion. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance si l'État ne se bouge pas? C'est l'autre question qui va se poser. Qu'est-ce que les communautés qui ont été affectées par ça doivent faire si l'État ne se lève pas? Voilà, mon cher ami, on va revenir. On part sur le terrain, mon cher Tamba, si tu le permets, évidemment, avec Emmanuel Fassou Sagnon. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Lamine, bonjour à tous vos auditeurs et bonjour à votre vaillante équipe qui est autour de vous. Voilà, bienvenue dans les GG. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, Monsieur Fassou, nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2023, c'est-à-dire comme le 22 mars 2020, où on disait que rien n'allait empêcher la tenue du double scrutin.
et vous avez vécu cette date. Aujourd'hui, quel sentiment vous avez en commémorant, comme on le dit, ce 22 mars? Effectivement, 22 mars 2020, 22 mars 2023, ça fait 3 ans, jour pour jour, qu'il y a eu ces violences post-électorales du 22 mars 2020, à la suite du projet de nouvelle constitution, qui était de l'initiative de M. Alpha Condé, pour briguer un 3e mandat. Et la clé de voûte a été pour, on peut dire en d'autres termes, par ces élections, pour qu'il puisse avoir ce 3e mandat. Et donc la préfecture de Zélékoré a donc participé à ce double scrutin dans une situation très dramatique. Au lieu qu'il y ait des élections apaisées, on a connu des affrontements entre partisans du 3e mandat et ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et ces affrontements ont tourné en violence intercommunautaire. Donc c'est à la suite de cela que le collectif des jeunes de défense des droits humains, dont je représente, a donc fait une enquête avec l'appui des partenaires techniques et financiers, où nous avons, au cours des enquêtes, il y a eu 36 morts, 129 blessés, 83 bâtiments, édifices et incendiés, détruits, vandalisés et de nombreux engins roulants. Et donc parmi les bâtiments incendiés, vandalisés, il y a eu 4 églises. Et donc 127 personnes ont été arrêtées, donc 43 personnes ont été transférées à la maison d'arrêt de Cancan. Et donc nous avons constaté de nombreuses violations des droits humains au cours de ces événements et qui jusqu'à nos jours ne sont pas encore punis par nos juridictions compétentes. Voilà. Est-ce que vous avez les chiffres à nous donner ce matin? Parce que je posais la question à Mohamed Mara si les statistiques étaient disponibles. Est-ce que vous en avez, mon cher ami? Vous aviez dressé un rapport à l'époque. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce rapport pour nous? Oui, je crois que c'est à l'issue de ce rapport que je vous donne ces chiffres-là. Okay. Donc ce rapport était d'abord de dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, donc le contexte, et qu'est-ce qui a prévalu à ces événements-là. Et donc, j'ai dit que c'est vraiment les doubles scrutins pour que M. Alpha Condé puisse avoir un 3e mandat. Et ensuite, nous avons constaté que au cours de ces événements, il y a eu effectivement, comme je dis, 36 morts. Ce sont en fait les personnes que nos enquêteurs ont interrogées. Mais il y a eu plus de morts. Parce que le nombre de personnes qui ont été enfuies dans la forêt du 1er mai, ici à Zélékoré, dans cette fosse-là, où nuitamment on a envoyé des gens dans cette forêt, et dont les parents continuent à les pleurer parce qu'ils ne les ont pas vus lorsque nous étions à l'hôpital, pour qu'on a demandé au directeur préfectoral de l'hôpital d'alors central, l'hôpital régional de Zélékoré, de nous donner les informations nécessaires. Le soir, nous avons appris que des corps ont été nuitamment ensevelis dans la forêt du 1er mai. Et donc, nous avons aussi mis dans ce rapport-là qu'il y a eu beaucoup de violations des droits humains. Et ces violations des droits humains ont été constatées parce qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Donc, il y a eu des vies qui ont été enlevées. Et dans ce rapport, nous avons constaté que parmi les personnes qui ont été tuées, on a constaté qu'il y a eu au moins 30 personnes qui ont été tuées par balle. Et par balle, et provenant des forces de défense de sécurité et des dozos que nous avons constatés sur le terrain. Donc tous ces éléments ont figuré dans le rapport. Nous avons même donné des détails des personnes qui ont été arrêtées et comment ils ont été arrêtés, comment sur les 127 personnes dont je parle, 43 ont été transférés à Cancan et que les autres ont été libérés sous caution en payant, soit parce que c'est des personnes influents qui ont dû intervenir pour les libérer. Dans quel rang il y avait eu des arrestations? Est-ce que du côté des présumés auteurs de ces événements ou alors des gens, si vous voulez, qui se retrouvaient beaucoup plus proches des victimes? Oui, en fait, c'est la justice qui pouvait nous aider à identifier les présumés auteurs. Mais ce que nous savons, c'est que la plupart des victimes ont été tuées par balle. Bien. C'est ce que l'enquête l'a révélé clairement, et les personnes que nous avons interrogées ont dit effectivement c'est les forces de défense de sécurité qui les ont tués. Il y a d'autres aussi qui ont été tués par des violences au cours des affrontements entre les civils. Oui. Donc ça a été aussi révélé, et la plupart des bâtiments qui ont été incendiés, ça a été fait par les
les citoyens qui s'affrontaient dans les quartiers. Tout le monde parle de cette fosse commune dans cette forêt. Est-ce que dans cette forêt du 1er mai, est-ce qu'il y a eu une expertise autour de cette fosse commune? Vous, en tant qu'activiste de la société civile, avez-vous pu vous rendre exactement à l'endroit où se trouve cette fosse? Est-ce que les autorités, d'une façon ou d'une autre, ont pu venir à cet endroit? Vous, en tant qu'activiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que si un jour on demande à ce qu'une expertise soit faite, on peut identifier l'endroit exact dans cette forêt où cet enfouissement a été fait? Si vous prenez contact, si vous lisez un peu le rapport que nous avons produit, nous avons mis la photo du lieu exact et le lendemain matin où la fosse a été, c'était les machines Caterpillar qui sont venues, qui ont creusé un grand trou et qui ont mis les corps des victimes là. Et c'est dans la forêt du 1er mai ici. Nous le savons déjà. Mais vous savez, c'est s'il y avait justice, s'il y avait une enquête judiciaire qui avait été ouverte, où les victimes étaient venues à la barre pour s'expliquer, où des personnes étaient accusées, cela pourrait nous permettre d'aller plus loin pour faire cette expertise. Malheureusement, il y a eu une simulacre de justice, parce que c'est les leaders du FNDC d'alors qui avaient été arrêtés et jugés, et d'ailleurs condamnés à sursis. C'était une façon de les faire taire, c'était une façon de les empêcher de continuer à se manifester. On les a condamnés et depuis ce jour, on ne dit rien. Donc voilà 3 ans. Bien. Voilà. On est pris par le temps, malheureusement, mon cher Sagno. On est pris par le temps. Allez-y, Mohamed. Dernière question. Oui, M. Sagno, ce qui m'inquiète, c'est le caractère qui me semble quand même officiel de ce qui s'est passé. À ce qu'on sache, aucun élément de FDS n'a été inquiété. Pourtant, quand vous nous parlez de Caterpillar, des Caterpillar dans une forêt connue de tous, est-ce que il a été, par exemple, confirmé que c'était des Caterpillar appartenant à des activistes, par exemple, de FNDC, ou bien sont des Caterpillar appartenant à l'État, finalement? Parce qu'à ce qu'on sache, les personnes condamnées sont toutes des jeunes, des villages, de la ville de Zérékoré, et ainsi de suite. Est-ce que, pour vous, encore aujourd'hui, l'État était impliqué dans ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre? Bon, nous, les présupposés, les agents de l'État que nous connaissons, c'est les forces de défense de sécurité. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Sagno, d'avoir accepté notre invitation du côté de Zérékoré. Ce sujet, évidemment, d'autant très intéressant. On va revenir forcément là-dessus avec nos rédactions. Vous restez avec nous sur Radio Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, avec les vrais gens dans notre émission, mesdames et messieurs, sur Radio Espace Guinée. On les reçoit ce matin, évidemment, on parle des techniciens. Les techniciens automobiles, donc, se font voir. Nous avons donc le président, Sako, et Diba Kourma, ils sont avec nous dans cette émission. On a écouté Sagno du côté de Zérékoré, mon cher Tamba. Oui, je souhaitais apporter ce regard et peut-être ce petit témoignage rapidement. Donc, tout à l'heure, je disais que vous avez entendu Mamadou Sylla qui est assez formel sur ce sujet, sur l'implication de M. Alpha Condé dans les incursions rebelles qui ont frappé la Guinée en 2000. On a entendu d'autres acteurs, en Zérékoré, un qui est très très bien connu, je crois que c'était Sékou Swapé qui avait pris la parole à l'époque, qui suggérait quelque chose dans la démarche. On avait même un autre indice d'un monsieur, parce que nous on a suivi, quand il y avait la guerre à Guékédou, on était scotché à nos postes récepteurs. Il y a un monsieur dont le nom revenait souvent. Il se présentait comme ça, tout le temps. Et ce monsieur a été quand même très très proche, plus tard ici, dans la gouvernance du professeur Alpha Condé. À un très haut niveau, ce monsieur. Alors, si ce n'est pas lui, en tout cas, ils ont le même nom. Attention, dans tous les détails. Faya Milimono a été en prison pour s'être interrogé. La question était de savoir, est-ce que l'ancien ministre de la Justice, M. Mohamed Lamine Fofana, était bien
Mamadou Lamine Fofana était bien. Parce que voilà, c'était Mohamed Lamine Fofana et Mamadou Lamine Fofana. Faya Milimounou. C'est après que lui, il a dit qu'il s'appelle Mamadou Lamine Fofana. Voilà. Dr Faya mais ça, moi, je me souviens encore. Voilà, Dr Faya a estimé que Mohamed Lamine, peut-être, aurait été changé à Mamadou Lamine. Il a demandé des clarifications. Il n'y a pas eu de clarification. Il s'est retrouvé en prison. Et l'expression, Tamba, pour te permettre de continuer, l'expression Gekedou peut tomber d'un moment à l'autre. C'était un mardi soir. C'est Mohamed Lamine Fofana qui l'a dit sur BBC. On était à l'époque à Gekedou. On a bien suivi ce moment-là. Alors, moi, il aura beaucoup de problèmes parce que je ne dis pas son nom. Mais je dis qu'on a entendu une voix à l'époque qui s'est retrouvée très très proche du professeur Alpha Condé et au plus haut sommet même... Les grandes gueules. Quand on est dans une telle situation, je veux amener quand même à la réflexion de dire que tous les Guinéens, on a confié notre pays à ce monsieur-là. Voilà. On lui a confié notre pays. Ça doit rester une leçon. Et le témoignage que j'apportais, je ne sais pas pourquoi, mais la première fois que j'ai rencontré le professeur Alpha Condé, que je lui ai serré la main, vous savez, habituellement, quand je salue quelqu'un, j'éprouve de la joie, c'est naturel, je salue. Mais quand j'ai salué le professeur Alpha Condé, j'ai été envahi par un sentiment. Je crois que je t'en ai fait part un jour. Un sentiment de compassion. Quand je l'ai salué, j'avais ce sentiment-là, je l'ai rarement. Mais quand je l'ai pour quelqu'un, ça veut dire que tu traverses une situation, soit c'est vraiment vide, c'est pas vraiment une bonne situation dans laquelle tu es. Et quand je l'ai salué, comme on rencontre un chef d'État, normalement on doit être enthousiaste. Moi j'ai eu beaucoup de pitié pour lui. Beaucoup de pitié pour lui. Beaucoup de pitié. Ouais. Et je suis même rentré à la maison, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas dans quoi il est, mais je pense qu'il a vraiment besoin d'aide. Aide-le si tu peux. Ouais. Pour vous dire encore une fois que quand on a en tant que citoyen de grandes responsabilités, j'ai vu comment ces violences-là ont été traitées par le professeur Alpha Condé. J'ai vu comment les manifestations ont été réprimées ici. J'ai vu les réactions chaque fois. Jusqu'à cette phrase où j'ai compris que c'est fini. De toutes les manières, il y a eu des changements constitutionnels ailleurs et il y a eu des cas de mort. Chez nous aussi, il y en aura, mais on ira jusqu'au bout. Quand j'ai entendu cette phrase du professeur Alpha Condé, lui-même, en exercice, donc en fonction, qui n'a pas peur de la répression qu'il va y avoir après, qui peut dire les choses de cette façon, et qui revient encore aujourd'hui, et qui dit, permettez-moi de terminer mon... C'est même pas permettez-moi, je vais revenir terminer mon mandat. Mon mandat. Ouais. Au-delà du mépris, il y a quelque chose de particulièrement méchant, de redoutable et d'effrayant qu'il y a autour du professeur Alpha Condé. Je ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas un être comme nous. Ouais. Je ne crois pas que ce soit un être humain avec les mêmes émotions, avec les mêmes humanités, avec les mêmes préoccupations que nous. Je pense qu'il est sur un autre palier. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas bon du tout. Ouais. Mon cher Tamba, un autre homme politique me disait, si tu savais ce qu'on traverse la nuit avec des cauchemars, c'est juste extraordinaire. La politique est satanique. Vous restez avec nous sur Espace.